Je suis heureux d'accueillir mes deux invités pour un débat. Vous allez voir, souvent les visions sont antagonistes et se confrontent. J'ai tout d'abord à mes côtés Alain de Benoist. Bonjour Alain de Benoist, journaliste, philosophe, animateur de l'émission Les idées à l'endroit. Vous étiez il y a quelques instants en train d'enregistrer avec vos invités dans ce studio un spécial Julius Evola. C'est exact, je ne me suis pas trompé. Tout à fait. Et de l'autre côté, Jean-Pierre Maugendre, qui n'est pas Bonjour, dans Marc. ce studio habituellement, mais dans le studio 2 pour l'enregistrement de Terre de Mission. Et vous êtes le président de Renaissance catholique. Cette confrontation, cette vision antagoniste, elle est sur un thème, celui de la surpopulation mondiale. Vous avez, Alain de Benoist, rédigé une chronique, une tribune dans Boulevard Voltaire, à laquelle Jean-Pierre Maugendre... Un entretien auquel vous avez souhaité apporter une réponse, toujours dans Boulevard Voltaire, et avec l'autorisation de Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire, eh bien, nous allons poursuivre et approfondir, si vous le voulez bien, ce débat avec deux questions très simples. Dès le départ, Alain de Benoist, dans votre tribune, vous écrivez « La population ne peut s'accroître indéfiniment. Avec 3 ou 4 milliards de bipèdes en moins, le monde se porterait mieux. » Par qui commence-t-on ? Par qui commence-t-on ? On commence d'abord par donner les chiffres les plus précis, parce que je ne suis pas dans une perspective d'élimination, je suis dans une perspective d'évaluation. Les chiffres sur lesquels tout le monde peut s'entendre, je crois, vous le savez, au début du 19e siècle, il y a à peu près 1 milliard de bipèdes, d'individus sur Terre. 1940, il y en a un peu plus de 2 milliards. On est aujourd'hui à 7,5 milliards et on devrait atteindre dans 30 ans, c'est-à-dire demain, autour de 10 milliards. Et à la fin du siècle, alors là, les estimations varient, 12, 14, 16, disons 12 ou 14, pour ne pas prendre les plus hautes volontairement. La démographie est une science complexe, toujours difficile à prévoir. La seule chose qu'on peut remarquer quand même, quand on regarde ce qui s'est passé effectivement, c'est que les estimations basses ont été presque toujours révisées à la hausse. C'est-à-dire ce sont celles qui ont été le plus démenties. Mais, encore une fois, ça, on peut en discuter. Ce que je retiens d'un point de vue personnel, c'est que depuis le moment où je suis né, et le moment actuel, la population mondiale a augmenté de 5 milliards d'habitants, ce qui n'est quand même pas rien. Alors ça, ce sont les données objectives. On est d'accord sur ces chiffres-là. Après, il y a les choses subjectives. Moi, ce à quoi je suis le plus sensible dans l'existence, c'est à la beauté du monde et à l'habitabilité de la Terre. Quand je dis habiter, je prends le terme, non pas au sens le plus courant, mais dans le sens que lui donne Heidegger dans ses écrits. Habiter, c'est pas seulement être logé, c'est pas seulement vivre, c'est occuper un lien qui fait un lieu qui fait lien, c'est-à-dire un lieu où l'on peut projeter une expérience personnelle et réaliser une singularité. Moi, je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, Jean-Pierre Maugendre, sans doute, moi en tout cas beaucoup, et mon sentiment, c'est que ça déborde. Où que j'aille, sinon peut-être dans les régions arctiques, c'est partout le débordement, le pullulement, l'embouteillage, je trouve qu'on est beaucoup. Mais ça, c'est juste un mot. Juste un mot pour avancer vos arguments. Non, mais c'est juste pour situer le débat. Ça, c'est un sentiment. On peut partager ce sentiment, on peut ne pas le partager, bien entendu. Mais le fond du problème, c'est le suivant. Est-ce que l'on peut augmenter indéfiniment la population de la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une croissance démographique infinie sur un espace fini? Ça me paraît impossible, pour des raisons évidentes. On ne peut pas être 10 000 habitants au mètre carré. Et d'autre part, je pense que plus on accumule, plus tendanciellement les problèmes s'aggravent. Et c'est ce que je vois au cours de mes déplacements. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème
dont il faut sinon s'inquiéter, donc au moins il faut être conscient. Jean-Pierre Maugeant, vous allez dans quelques instants pouvoir répondre et dialoguer avec Alain de Benoît, mais là aussi je vais vous poser une question un peu délicate, comme je l'ai fait à l'instant pour votre contradicteur. C'est dans la Genèse, vous êtes le président de Renaissance catholique, on lit « croissez et multipliez », et dans un pays chrétien comme les Philippines, cela donne 1,5 million d'enfants qui sont abandonnés. Alors, triste sort, dans les rues. C'est ça que vous voulez? Alors, ce n'est pas ça que je veux. Si on prend la question des Philippines, qui est effectivement un exemple classique qui est donné, je pense que ces 1,5 million d'enfants dans les rues sont à relier à la question de la surpopulation. Encore faut-il définir la surpopulation. Je ne pense pas que la surpopulation, ce soit uniquement le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans un endroit. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans un endroit, il y a des pays où la densité de population est extrêmement élevée. Je pense aux Pays-Bas, je pense aux pays d'Europe occidentale, c'est le cas du Luxembourg, etc. Des pays à très forte densité, où il fait bon vivre, où il n'y a pas ces phénomènes de misère que vous évoquez. Je crois que dans un certain nombre de cas, une population nombreuse, elle vient aggraver un phénomène, mais un phénomène plus important. Si on prend le cas des Philippines, je ne suis pas allé aux Philippines, mais j'ai échangé avec quelqu'un qui y va régulièrement. Les 3 raisons majeures, je pense, du sous-développement des Philippines, c'est la corruption. Vous ne pouvez rien faire sans payer, tout est de haut en bas, tout est corrompu, ben, ça ne facilite pas l'initiative individuelle. C'est quand même, je crois, il faut le dire un peu, le tempérament des Philippins. Ils ont un tempérament, je dirais, peut-être un peu méridional. C'est toujours mañana, donc il est difficile de faire avancer un pays quand on ne prend pas les choses en main. Et puis le dernier élément, et ça rebondit sur une conviction, je crois, fondamentale, c'est la répartition de la surface utilisable, de la surface agricole, qui en fait est détenue par quelques grands propriétaires qui n'exploitent pas la terre comme elle pourrait l'être. Et ce qui me mène à une conviction de fond, c'est que je crois que la question de la surpopulation, qui est de dire il y a trop de personnes à un endroit pour qu'elles puissent vivre de manière tout à fait raisonnable, paisible, dans de bonnes conditions. Je pense que plus que la densité de la population, c'est le système social qui induit qu'on peut vivre paisiblement avec 500 habitants au kilomètre carré aux Pays-Bas, et qu'il y a des pays misérables où la densité de population est beaucoup plus faible. On peut penser au Congo, on peut penser au Niger. Le problème, me semble-t-il, il est plus social que vraiment lié au nombre de personnes sur une surface donnée. Est-ce que cet argument-là vous convainc? Non, il ne me convainc pas pour une raison simple, c'est que je partage tout à fait l'opinion de Jean-Pierre Maugeant là-dessus. Il est clair, je veux dire, c'est pas un argument, je veux dire par là, ça enfonce un peu des portes ouvertes. C'est un constat. C'est un constat. Il est absolument clair que ce n'est pas mécanique. Ça ne veut pas dire qu'un pays d'autant moins développé, pour prendre un terme que j'aime pas beaucoup, qu'il est d'autant moins peuplé. Je vais aller dans l'autre sens en vous donnant un exemple. La Corée du Sud, nettement plus peuplée que la Corée du Nord, mais elle est dans un état qui est incontestablement meilleur. Bon, tout ça, c'est évident. Il est évident que la bonne ou la mauvaise gestion, le tempérament éventuellement, ou les facultés cognitives des habitants, aggrave ou n'aggrave pas le problème, et que, par ailleurs, on en reparlera certainement, la répartition joue également un rôle. Regardez 2 phénomènes très différents, mais qui montrent bien l'aggravation des choses. Le phénomène de l'urbanisation. Vous savez qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population mondiale vit dans des villes ou des mégalopoles, dont 1 milliard qui vit dans des bidonvilles. 1 milliard d'individus aujourd'hui dans le monde vivent dans des bidonvilles. À un autre bout, vous avez le phénomène du tourisme de masse. Là, c'est le déferlant des criquets. Hein. Quand on voyage ça, les criquets, vous les voyez partout. Regardez Venise, 50 000 habitants, 30 millions de touristes. Hein. Quand vous êtes à Venise, vous achetez une loupe pour voir le Vénitien. Hein. C'est partout ce même phénomène. Donc, je ne conteste absolument pas cela. Et c'est d'ailleurs un petit détail, là, parce que ça, je l'ai noté quand même, parce que dans le texte que vous avez fait pour me répondre, il y a une phrase qui m'a laissé songeur. Ah, je vous en prie. Oh, c'est simple, hein, c'est juste pas, c'est pas pour vous taquiner, mais
Vous écrivez les pays... Un peu quand même. Un peu. Les Pays-Bas et le Bangladesh sont deux pays très densément peuplés. Attendez. Les Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants. Le Bangladesh, c'est 164 millions d'habitants. La densité au kilomètre carré, 480 aux Pays-Bas, ouais. 1050 au Bangladesh. Excusez-moi, c'est pas tout à fait comparable quand même. Vous trouverez toujours des pays assez peuplés. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on appelle assez, beaucoup, trop, etc. Hein, et qui fait quand même assez bon vivre. Et d'autres qui, à l'inverse, sont densément peuplés, bon, etc. Enfin, ce que vous venez de dire. Mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis certainement d'accord. Mais on ne peut pas prendre des cas limites. Il faut prendre quand même l'ensemble du phénomène. Si vous regardez le monde, c'est quand même, globalement parlant, dans les pays les moins développés, qu'il y a le plus de surpopulation. Il y a des exceptions ici ou là. Et si vous prenez la grande ligne, c'est quand même comme ça. Je l'ai noté ici. Oui. Hein, juste un mot. C'est dans les 47 pays les moins développés que le taux de croissance démographique est actuellement le plus élevé. J'ajoute que lorsqu'on fait des enquêtes sur le bonheur, là où on aurait plaisir à lire, c'est généralement dans les pays qui sont les moins peuplés que les gens préfèrent vivre. Il faut deux remarques, si vous le permettez. La première, effectivement, vous avez évoqué la question des ratios de population entre les Pays-Bas et le Bangladesh. On est de 1 à 2. La répartition de densité de population entre la France et les Pays-Bas, on est de 1 à 4. En France, on est dans... Bon, donc, on se rapproche plus dans 1 à 2 que de 1 à 4. C'est vrai que la France a un indice de fécondité supérieur à celui des Pays-Bas. Oui, ça c'est certain. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est si on cherche à voir quelles sont les données qui jouent sur le développement démographique, ce que l'on appelle communément la transition démographique. La transition démographique, le premier élément, c'est la baisse de la mortalité, et en particulier de la mortalité infantile. C'est ce qui explique aujourd'hui, en particulier depuis le début du XXe siècle, l'explosion démographique de l'Afrique, où d'une part les guerres civiles, l'esclavage et tout ça a été apaisé par la présence des puissances coloniales, et puis également on a eu les progrès de la médecine. Voilà. Donc on a une première phase où effectivement il y a moins de mortalité infantile, donc il y a plein de jeunes, il y a plein d'enfants, etc. Alors après, ce que l'on observe dans le temps, pour un certain nombre de pays, c'est que de manière assez naturelle, ce développement démographique lié à la natalité se tasse pour une raison simple, on le voit en particulier dans un pays comme l'Iran, c'est que quand la population, si le pays arrive à se développer, il y a plus de gens à faire des études, les gens se marient plus tard. Voilà, c'est pas la même chose pour une femme d'avoir son premier enfant à 14 ans ou de l'avoir à 27 ou 28 ans. C'est quelque chose qui est très frappant dans un pays comme l'Iran. C'est que la majorité des étudiants en études supérieures, ce sont des femmes. Oui, c'est la même chose. Et donc ça joue. C'est la même chose en Tunisie d'ailleurs. Ça joue de manière, je dirais, un petit peu naturelle. Encore une fois, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Non, mais ça va pas être drôle si on est d'accord quasiment tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Je trouverai des arguments. Bien sûr que ça va être drôle. On est tous bien conscients que quand on parle de la démographie, on peut en parler globalement. On dit il y a tant d'habitants sur Terre, il y en avait tant, etc. Bon. Après, on regarde, on voit bien que région par région, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des endroits où il y a cette transition démographique. Vous citez l'Iran, on pourrait citer la Tunisie, qui va un petit peu dans le même sens. Ouais. Il y a des endroits où la progression est forte, d'autres où elle est moyenne, d'autres où elle est faible, puis il y a des endroits où il y a de la dénatalité. Je ne suis pas du tout contre la natalité, là où il y a dénatalité. Hein. Quand on regarde bien les choses de près, on voit que vous avez parlé de l'Afrique. D'ici la fin du siècle, l'Afrique noire subsaharienne va représenter à peu près le tiers de la population mondiale, c'est-à-dire environ 4 milliards. Hein, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes, évidemment.
Vous parlez de la transition démographique. Là, l'Afrique, elle en est encore loin. Mais quand vous parlez de la transition démographique, vous êtes content qu'il y ait cette transition démographique ou vous vous en affligez? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre dans votre position. Je vais vous poser la question autrement. Je l'observe déjà, c'est un fait. Oui, mais c'est très bien. Moi aussi, on est tous là avec nos lunettes, c'est comme l'entomologiste ou l'astronome. Mais j'aimerais bien savoir exactement quelle est votre position. Je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien, d'ailleurs moi j'adore qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais est-ce que vous pensez que je suis trop pessimiste, que mon point de vue est prématuré, c'est-à-dire que je pense qu'on est un peu trop, mais que ce n'est pas le cas, qu'on peut encore en prendre... Attendez. Oui, oui. Est-ce que vous êtes un populationniste ou un partisan de la limitation des naissances? Vous pensez que non, la charge, on n'y est pas encore, peut-être qu'on y sera, mais donc, mon jugement est seulement un peu hâtif ou prématuré, ou est-ce que vous pensez que plus il y en a, mieux ça vaut, et que par conséquent, toute restriction qu'elle résulte d'une mesure volontaire, pas volontaire, autoritaire de la transition démographique, si vous voulez, est en soi une mauvaise chose. C'est ça que je voudrais savoir. Alors, j'observe deux choses. Oui. La première chose, c'est que vos craintes sont anciennes. C'est-à-dire que la crainte d'une surpopulation, Platon en parle, Aristote en parle, Tertullien en parle, Bacon en parle, Hobbes en parle, Malthus en parle, Margaret Sanger en parle. Voilà. C'est une idée, c'est une conviction, c'est une thèse qui est ancienne et dont l'histoire a montré, au fil des développements successifs, eh bien que les apocalypses qui étaient prévues à chaque fois pour les dizaines, les 50 ans qui venaient, ne se sont pas produites. Voilà, ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait aussi, c'est que je ne crois pas, j'observe que d'expérience, l'homme, mis dans une situation où il peut développer ses capacités, il trouve des solutions. Deux exemples, deux faits si vous le voulez bien. Entre 1962 et 1972, l'énergie nécessaire pour faire une tonne d'acier a été baissée de 64%. C'est-à-dire que pour produire la même chose, en changeant les techniques, etc., il a fallu beaucoup moins consommer d'énergie, donc quelque part épuiser la planète. Et puis on en a un deuxième exemple, moi que je trouve très révélateur. Il y a 50 ans, la Tamise, c'était l'égout de Londres. Aujourd'hui, il y a des saumons dans la Tamise. C'est-à-dire que quand l'homme le veut, quand il le souhaite, il peut se donner les moyens, indépendamment de l'augmentation de la population, puisque pendant ces périodes, la population a continué à augmenter, de mettre en place des conditions qui vont lui permettre de vivre, je dirais, de manière décente. Je crois à la capacité de l'homme de s'organiser pour vivre décemment, même s'il y a sensiblement plus de population qu'aujourd'hui. Sensiblement, ça ne veut rien dire. C'est sans fin. Vous pensez qu'on va toujours trouver des solutions, un exemple, quel que soit le nombre. Alors, quel que soit le nombre, je ne sais pas jusqu'où nous irons. Un chiffre, un exemple pour vous donner un peu ce que cela pourrait représenter. Si on prenait toute la population de la planète et si on la mettait aux États-Unis, on arriverait à la densité de population de l'Île-de-France. Donc la densité de population de l'Île-de-France, elle est importante, mais ça n'est pas non plus invivable. Donc je ne suis pas maître de l'avenir, mais je dis manifestement, il y a de la marge, quoi. Et il y a encore de la marge en essayant, effectivement, de responsabiliser les gens de manière à trouver les moyens de vivre de manière correcte. Alors, donc ce n'est pas une bombe à retardement, comme vous le pensez? Oui, je pense que la bombe, elle est en train d'exploser. Ça, c'est une autre question. Mais j'aurais apporté un sujet très intéressant dont vous venez de parler. Quand vous dites que cette préoccupation est ancienne. Oui. C'est vrai. Elle est effectivement ancienne. Et effectivement, on a annoncé, vous savez, c'est comme les témoins de Jéhovah qui annoncent régulièrement la fin du monde. Moi, je ne suis pas du tout dans ce type de catastrophisme. Mais je sais aussi que ce n'est pas parce qu'on a annoncé plusieurs fois une occurrence négative et que ça ne s'est pas passé, que ça ne se produira jamais. C'est Pierre le loup, il finit peut-être par arriver, c'est ce que vous nous dites. Et surtout qu'on pouvait s'inquiéter de la surpopulation à l'époque de l'Empire romain. Je vous rappelle que l'Empire romain, à l'époque de son expansion maximale, c'était grosso modo la population de la France d'aujourd'hui. Ce qui montre d'ailleurs qu'on peut faire de grandes choses avec une population relativement faible.
Mais c'est aussi par rapport aux autres. Oui, elle est faible par rapport aux autres. Le problème, c'est que plus on se rapproche du seuil, plus on se rapproche du plein, si vous voulez. C'est comme les ressources naturelles. Il y a 2 siècles, tout le monde pensait que les ressources naturelles étaient à la fois gratuites et illimitées. Aujourd'hui, on sait très bien qu'elles ne sont ni gratuites ni illimitées. Il n'empêche qu'à plusieurs reprises, on a dit, vous allez voir, on va arriver au pic de pétrole, puis à tel moment, puis on dit, ah ben oui, il y en a encore. On en a retrouvé. Hein, on en a retrouvé, et puis bon. Très bien, mais il y a forcément, par définition, on parle de choses matérielles, à un moment, il n'y en aura plus. Hein. Donc, plus le temps passe, on se rapproche forcément de ce moment où il n'y aura plus. C'est l'évidence mathématique. Mais je reviens un instant, parce que j'aime beaucoup ce thème que vous avez abordé. Tertullien, Aristote. Effectivement, Aristote, dans sa politique... Dans la politique. Dans la politique, c'est, je crois, livre 4, livre 1, chapitre 4, aborde cette question du nombre. Et bien d'autres l'ont été après. On se dit aujourd'hui, c'est curieux, ils n'étaient pas tellement dans le monde. Pourtant, ils avaient cette préoccupation. Pourquoi l'avaient-ils? Ben justement parce que c'est une préoccupation qui ne portait pas tant sur la surpopulation qu'elle ne portait sur le nombre. Ces éminents penseurs pensaient que quantité et qualité, ce n'est pas la même chose. Et à certains égards, c'est le contraire. Aristote, précisément, dans la politique, dit, et je pense que c'est la phrase la plus exacte que l'on puisse citer là-dessus, pour qu'une chose... On quittera vite l'histoire et la littérature et la philosophie pour revenir aux propositions et aux solutions. Mais je vous laisse Aristote, je vous laisse Platon en une seconde. Pour qu'une chose soit bonne, il faut qu'elle ait une taille appropriée à sa nature et à sa fonction, ce qui veut dire que l'essence d'une chose comprend l'ordre de grandeur dans lequel cette chose s'inscrit. Et je crois que c'est cela qui nous est dit, c'est garder la mesure. Or, dès que l'on est dans le toujours plus, et notamment dans le toujours plus de population, mais ça vaut pour n'importe quoi, on est dans l'illimité, dans l'illimitation, dans la suppression des limites, dans la démesure, c'est-à-dire l'hybris, n'est-ce pas, à laquelle Aristote opposait la phronésie, c'est-à-dire la précaution et la prudence. Alors la difficulté étant que j'entends ce que vous me dites, cette limite, personne ne peut savoir où elle est. Ça me paraît quand même quelque chose d'évident. Si tant est qu'il y ait une limite, où serait-elle? Qui la fixera? Je pense que personne n'est en mesure de donner la réponse. Où qu'elle soit, plus on se refuse à en fixer et plus on s'en rapproche, n'est-ce pas, de la limite, forcément. Y a-t-il une limite? Ce que vous avez évoqué, vous avez parlé du pétrole, ce que l'expérience montre aussi, c'est que, et ça a été le cas par exemple pour le charbon, voilà, à un instant donné, on bénéficie d'une ressource, et puis elle s'amenuise, on trouve autre chose. Le génie humain fait qu'on trouve. Je crois que l'histoire nous démontre que c'est ça la réalité des faits. Un instant pour vous poser une question. Est-ce que vous considérez que c'est une bombe à retardement et est-ce que vous considérez que quand vous défendez l'écologie humaine, il y a ce problème de surpopulation qui amène une forme de dévastation de l'environnement? Oui, non. Je ne pense pas que ce soit une bombe. Je pense qu'il existe des lois dans la nature, et que ces lois dans la nature, elles doivent prendre en compte effectivement l'écologie, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, et que les faits, la réalité nous montrent que nous sommes encore très loin. Voilà, si tous les pays étaient gérés comme le sont les pays occidentaux, on a parlé tout à l'heure de l'exemple des Pays-Bas, on pourrait aller sans difficulté bien au-delà des 10 milliards de personnes qui nous sont annoncées. Benoît, je vous pose une question différente, mais par oui ou non aussi. Le New York Times, il y a quelques jours, a titré sur un malaise reproductif, sur une crise démographique qui touche aujourd'hui, dit-il, des pays comme en Asie, des pays en Amérique du Sud, des pays occidentaux, et le Courrier international titre la fin des bébés. Est-ce que vous pensez donc qu'on est aussi vraiment sur une bombe à retardement et que c'est inéluctable? Je crois. Je veux dire ça juste oui ou non, de façon à ce que nous passions après aux conséquences de la situation que vous évoquez. Je crois très profondément qu'il y a un antagonisme de la quantité et de la qualité, ce qui n'est pas une idée nouvelle. Je crois très profondément que lorsqu'un processus ou une croissance est poussée vers l'exponentielle,
vers le toujours plus, elle se renverse dans son propre contraire. Que, passé un certain seuil, les systèmes s'autonomisent et échappent à tout phénomène d'emprise. Je voudrais vous parler d'un livre. Vous connaissez peut-être, c'est un auteur catholique. Excellent livre. Olivier Rey, Une question de taille. C'est un livre où Olivier Rey, qui est un auteur merveilleusement intelligent, polytechnicien, mais oui, philosophe, scientifique, nous rappelle les grandes leçons de Ivan Illich et surtout de Léopold Kohr. Et Léopold Kohr, dans ce livre « L'effondrement des nations », qui est paru dans les années 50, disait cette phrase formidable « Partout où quelque chose ne va pas, on est dans le trop gros ». Toute chose, bien entendu, peut perdre en valeur ou par excès ou par défaut. Dans le cas de la surpopulation, on est plutôt dans l'excès. Mais on grandit, on grossit. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes allé à Mexico, à Bombay, à Tokyo, etc. À Mexico, bon. Oui. Au Japon, à Tokyo, on va arriver les 40 millions de gens. On a dépassé des 35. On va vers des villes de 40, 50, 60 millions, des bidonvilles de 5, 10, 15 millions de gens. À Tokyo, à Mexico, il y en a. À Tokyo, je ne crois pas qu'il y ait une situation de pauvreté. Pas encore. Mais on voit déjà à Tokyo bien d'autres conséquences, c'est-à-dire que les liens socio-organiques se dissolvent, on ne peut pas entasser. Vous disiez tout à l'heure, on pourrait mettre tout le monde... Non, ils se dissolvent aussi, les liens sociaux, pour une raison simple, c'est que la natalité du Japon est en train de s'effondrer, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, ils sont tout seuls, ils sont plus ou moins mariés, parce que quand la natalité baisse, l'expérience montre qu'il reste toujours plus de garçons qu'il ne reste de filles, et ils ont à charge leurs parents et leurs grands-parents. Et ça crée effectivement des déséquilibres dans le système social. Alors je voudrais faire une remarque sur la question de la bombe démographique. Je pense que la bombe est en train de se désamorcer pour deux raisons. D'abord, on est quand même dans un phénomène de décélération de la population mondiale, puisque dans les années 1960, le taux de croissance était 2% par an. Maintenant, on est passé à 1%. En 1950, il y avait 5 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 2,5. C'est-à-dire 2,5, on est un petit peu au-dessus du seuil de remplacement. Il n'est pas du tout certain que les prospectives que l'on fait, que vous décrivez comme apocalyptiques, seront suivies. Ce n'est pas certain. Ce qui est certain, par contre, c'est que dans le passé, chaque fois qu'on a dit « ça ralentit », vous allez voir, on va vers une situation de plancher, n'est-ce pas? C'est l'inverse qui s'est passé. Donc, le minimum des choses, moi je ne fais pas de prédiction apocalyptique, le maximum des choses dans ce cas-là, c'est un petit peu de prudence. Et puis, je dirais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, parce qu'on peut, sur des dossiers comme ça, vous avez 10 000 chiffres, j'en ai 10 000, ça ennuie tout le monde. Hein. Au fond, il y a une partie commune, on ne va pas arriver à 20 000 chiffres. Au fond, derrière, il y a une vision de la vie. Je le crois peut-être. Il y a une conception de la société, et une conception de l'homme aussi. Moi, je crois profondément à la mesure. Je crois à l'harmonie dans le monde, dans le cosmos, dans la société. Je crois que la quantité tue l'harmonie. Je ne suis pas pour vivre dans des clapiers. Vous parliez de dire on pourrait mettre toute la population humaine dans le Stade de France ou dans l'île de France, peu importe. Ben, si c'est pour vivre comme des poules élevées en batterie, comme des vaches dans la ferme des 1000 vaches, nourries avec des pilules, des insectes et pourquoi pas demain des cadavres, c'est pas la peine. Moi, je veux des communautés à taille humaine dans lesquelles il puisse y avoir des liens sociaux de type organique. Vous ne pouvez pas matériellement obtenir cela dans des fourmilières. Alors peut-être qu'on peut encore vivre avec encore un peu plus. Tant mieux, c'est déjà dans bien des endroits difficiles, et la moindre des choses, c'est la prudence. Maintenant, il y a un autre sujet fondamentalement différent, qui est que la situation n'est pas la même dans certains endroits de la planète. Nous sommes plutôt en dénatalité en Europe, toute l'Europe, ce que je trouve très inquiétant. Très inquiétant. Et mais en Afrique, nous sommes en surnatalité.
Par conséquent, la situation ne peut pas être la même. Vous croyez, et vous avez raison, à l'harmonie, j'espère y croire aussi. Et je crois au-delà de ça à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, je crois à la responsabilité des personnes, je crois à la responsabilité des institutions politiques. Et pour moi, voilà, la responsabilité personnelle de s'organiser et puis d'assumer les conséquences des choix que l'on fait. Je pense qu'une partie du drame, vous le dites à la fin dans votre article, c'était un point d'accord que nous avions entre nous, c'est que pendant très longtemps, les enfants ont été une assurance vieillesse. Oui, c'est-à-dire qu'on avait des enfants parce qu'on devenait plus âgé, ben, il n'y avait qu'eux pour s'occuper de nous. C'est le cas en Afrique noire. Et je crois qu'une des raisons de la dénatalité de l'Europe, indépendamment du matérialisme général, c'est que les enfants ne sont plus une assurance vieillesse. C'est-à-dire que les enfants que vous avez, ils sont, pendant votre vie adulte, à la fois une charge financière, ils vous empêchent d'épargner, et au bout du compte, quand vous êtes à la retraite, d'un point de vue matériel, que vous ayez eu des enfants ou que vous n'en ayez pas eu, c'est quasiment la même chose. Et donc je pense qu'on rejoint là aussi, sur ces questions de natalité, l'impact des mesures sociales, des mesures politiques. Je pense que les mesures telles qu'elles existent aujourd'hui en Europe, elles sont constitutives de la dénatalité qui ronge ce continent. Oui. Alors la dénatalité... Parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, Alain Benoît. On va passer 15 secondes et après nous passerons à vos solutions. Bon. Puisque vous avez, l'un parle d'une bombe à retardement, l'autre ne parle pas de bombe à retardement, mais chacun doit avoir une solution pour accompagner le développement de la population mondiale. Bon, 15 secondes pour dire que sur les causes de la natalité, vous savez bien que c'est un problème multifactoriel. Hein. Le matérialisme, tout ça. La dénatalité, elle est engagée depuis très longtemps en Europe. Et le grand problème, au-delà des causes, c'est de voir le contraste entre un continent qui déborde et un continent qui est vide. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que les vases communicants. Hein. Automatiquement, le trop-plein va dans le trop-vide. Mais c'est en partie vrai quand même. Et parmi les conséquences, il y a précisément le coup de fouet donné aux migrations qui vont dans ce sens-là et dont nous serons nécessairement les victimes. Donc là aussi, il faut s'inquiéter quant à savoir, vous savez... Dire « je crois à la responsabilité des gens », c'est bien, oui, on peut croire, mais ils ne sont pas tous responsables, hein, loin de là, on le sait bien, hein, même quand on y croit, dur comme fer. Alors hein, sur ce sujet-là de la responsabilité, je crois qu'il y a un texte qui est très intéressant, c'est un texte de Margaret Sanger, donc, qui est la fondatrice du planning familial. Elle écrit « Toutes les misères de ce monde sont imputables au fait que l'on permet aux irresponsables, aux ignorants, aux illettrés, et aux pauvres de se reproduire sans que nous ayons la moindre maîtrise de leur fécondité. » Oui. Ça, c'était l'idée dominante dans les social-démocraties scandinaves, dans le monde anglo-saxon, particulièrement en Angleterre et aux États-Unis, à peu près et en Allemagne beaucoup plus tard. Dans les années 1900 à 1920. Margaret Sanger a joué un rôle très important dans ce sens. Je vous signale que Malthus, vous le savez bien, était lui aussi partisan de restreindre la stérilité des pauvres. C'est un autre problème. Préserver les riches. Hein? Pour préserver les riches. Pour préserver les riches. Pour préserver les riches, concrètement, oui, mais il disait pour préserver les intelligents. C'est la base même de l'eugénique, qui est encore un autre problème. Mais qui est un peu lié, tout ça procède de la même conception, d'une certaine manière, du monde et de l'homme. Non. Moi, je ne suis pas... Pour Malthus, un des éléments fondamentaux, c'est la loi de pauvreté. Voilà, la loi de pauvreté qui fait que c'est un peu le revenu universel. Voilà. On donne aux pauvres de l'argent, ils n'ont rien à faire, donc ils font des enfants, et Malthus dit, tout ça, cette histoire, ça commence à nous coûter très très cher, donc il faut arrêter ça. Ce sont les English Poor Laws de 1834. Je ne suis pas du tout en accord avec Malthus là-dessus. N'oublions pas quand même une chose, à propos de Malthus, qui était un prêtre, je vous le signale, il faut quand même le rappeler au passage. Épiscopalien. Anglican. Donc il n'est pas prêtre. Anglican. Il n'est pas prêtre. C'est un ministre anglican. C'était un ministre anglican. Voilà. Je veux dire, enfin, c'était pas un abominable athée ou bouddhiste, n'est-ce pas? J'ai pas dit ça. Pas plus d'ailleurs que Illich, pas plus que Ellul, pas plus que beaucoup d'autres.
si on veut lire d'ailleurs une défense de Malthus, c'est un signe, j'en ai vu une là récemment. C'est le livre sur Malthus de Jean-Michel et Jean-Claude Hermance, publié tout récemment par notre ami Philippe Randa, avec une préface de Brigitte Bardot. Mais moi, je ne suis pas un élève de Malthus. Malthus est un homme de son temps, c'est-à-dire de la fin, qui écrit son célèbre livre sur la population 1798, édition 1803, deuxième édition. Édition définitive en 1803-1805. Il défend l'idée, il faut le rappeler, que la population s'étend de façon géométrique et exponentielle, tandis que les ressources s'étendent de manière arithmétique, que tout ça va poser des catastrophes en chaîne. Bien entendu, étant un homme de son temps, il croit quand même que les ressources naturelles sont gratuites et illimitées, ce en quoi il se trompe. Il méconnaît évidemment les gains de productivité qui vont être après lui. Bien, tout cela est sûr. Il ne se préoccupe pas tant du nombre seul. Justement parce que du temps de Malthus, il n'y a jamais qu'un milliard de gens sur la Terre. Aujourd'hui, on va vers 10 milliards. Vous me dites ça se ralentit. Ben oui, ça se ralentit. C'est comme un vaisseau qui va vers un rocher. Alors il peut y aller vite ou il peut y aller doucement. Comme disait Michel Serres, en parlant de ce genre de choses, la théorie du développement du capitalisme vert, c'est comme si on avertissait un capitaine de navire que son navire est en train de se diriger droit sur un rocher et qu'au lieu de changer de cap, ils disent on va ralentir la vitesse. C'est ça que je ne crois pas, c'est le rocher. Vous ne croyez pas je crois que l'homme, il trouvera toujours un moyen de repousser le rocher. Ça, c'est formidable. Parce que l'expérience passée l'a montré qu'à chaque fois qu'on annonçait l'apocalypse pour demain, ça ne s'est pas produit. On a trouvé des moyens. Donc, ça se produira toujours bien. C'est pas une certitude, mais il faut aussi tirer les enseignements de l'histoire. Vous êtes là sur un paralogisme. Ça ne s'est pas produit, donc ça ne se produira pas. Non, le réalisme, c'est se dire, jusqu'ici, heureusement, ça ne s'est pas produit. Le réalisme, c'est de nous faire la démonstration absolue que ça se produira. Et la démonstration absolue que ça se produira, c'est que la Terre, telle qu'elle existe, correctement gérée, correctement exploitée, elle ne peut pas recevoir, accueillir, permettre de faire vivre dans des conditions décentes plus de population qu'il n'y en a aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, la démonstration n'est pas faite. Grâce à l'inventivité humaine, elle trouvera toujours le moyen de faire vivre à l'infini. Oui, mais alors l'infini. Ah ben l'infini, oui, non mais attendez, si vous êtes dans la croyance... Je ne suis pas persuadé que le temps qui nous soit accordé soit infini. Bon, alors, non, on ne va pas parler de la périssabilité du système solaire, n'est-ce pas Mais, messieurs, il faut que vous parliez des solutions. Il faut que vous me parliez des solutions. Moi, j'essaie de voir ce que les téléspectateurs attendent de vous. Ça va être très vite fait, c'est pour ça que je reprends la parole. Solution, je n'en ai aucune. Je ne suis pas un homme politique. Je ne crois pas qu'il y a une solution possible à cela. Alors, Alain de Benoît, si je vous dis, par exemple, que la fertilité a baissé, le nombre de spermatozoïdes a été divisé par 2 en 40 ans. Donc, la fertilité est touchée par, on le sait, les produits chimiques, les modes de vie, etc. Voilà une réponse. Elle est touchée dans les pays occidentaux. Ouais. Donc voilà une première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on voit bien que le système économique, qui est de plus en plus fragilisé, agit comme un contraceptif insidieux finalement auprès des populations, de plus en plus, toutes les populations. Donc voilà peut-être des éléments, des solutions qui sont suffisantes pour vous. Mais attendez, où il faut contraindre. Non, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas l'idée de ce qu'il faudrait faire. Mais vous me dites quelque chose qui n'a pas de base, si vous voulez. Vous me dites que dans les pays occidentaux, les pays européens, tout un tas de facteurs aboutissent à une dénatalité et à une baisse de la fertilité. En Amérique du Sud aussi. De moins en moins. Quand j'avais 10 ans, l'Indonésie faisait 350 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en fait 1,350 milliard. Vraiment, quand même. Plus on augmente, plus le calcul de probabilité pour que le rocher arrive augmente. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui demande des capacités cognitives infinies à comprendre. C'est simplement que plus les échéances se rapprochent, plus il y a lieu d'être au moins prudent. Avant d'interroger Jean-Pierre Maugendre, est-ce que vous considérez que les États, on pense à l'Égypte, est passé 100 millions d'habitants cette semaine, à un moment où nous parlons, et le ministre égyptien, le Premier ministre, dit la croissance de la population est le plus grand défi de l'État égyptien aujourd'hui. Cela affecte la sécurité nationale. Il faut donc prendre des mesures incitatives, au moins. Est-ce que vous considérez que c'est nécessaire que les États prennent des mesures incitatives? Dans certains cas, oui, mais incitatives de quoi? Est-ce qu'il s'agit... Donc, dans certains cas, les mesures incitatives visent à augmenter la natalité.
là où elles méritent d'être encouragées. Au Japon, ils essayent de réaugmenter la natalité. Et en Russie, dans pas mal de pays d'Europe, bien sûr. Et au contraire, décourager là où on est dans l'excès, là où on est dans l'excès, tout simplement. Moi, je ne raisonne jamais dans l'abstrait, quand on parle de l'homme, la vie, l'humanité, etc. Ça, c'est des concepts. Comme disait Jean-Yves Demestre, moi, j'ai jamais vu d'homme dans ma vie. Jamais vu d'être humain. Ouais. J'ai vu des Français, des Italiens, des Espagnols, etc. Mais l'homme, je n'ai jamais rencontré. C'est la même chose. L'homme tout court, on le rencontre nulle part, c'est comme le chien. Et comme disait l'autre, le mot chien ne mord pas. Alors, maintenant, sur votre affaire, les solutions varient. Lorsque ce ministre égyptien dont vous parlez attire l'attention sur un problème. Lévi-Strauss disait la surpopulation, c'est le plus gros problème de notre temps. Ce que je dis là, je ne suis pas totalement isolé, c'est 80 à 80% de tous les chercheurs du monde entier pensent exactement la même chose. Alors c'est peut-être tous des abrutis, mais quand même voir si leur opinion ne mérite pas d'être prise en compte. Et de prendre en compte celle de Günther Anders, de Simone Veil, de Jacques Ellul, de Bernard Charbonneau et de tant d'autres qui sont allés dans le même sens. Le problème, c'est toujours de savoir si l'on peut concilier, et jusqu'où, qualité et quantité. Si on peut choisir entre de la fourmilière ou des communautés respirables, vivables, tout simplement. La surpopulation, le sentiment, deux, trois réflexions. La première, c'est pendant longtemps, on a parlé de Malthus, de sans-guerre, etc. La surpopulation, c'était clairement une crainte des riches des pays riches de se faire déborder par les pauvres de leur pays. Ce qu'apporte de nouveau la mondialisation aujourd'hui, c'est que les riches des pays riches ont peur des pauvres des pays pauvres. Je pense que c'est un premier point important. Tout à fait. Je suis le deuxième point, c'est que, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, la loi de la nature et la loi de la vie, c'est que les zones riches de basse pression démographique sont une proie rêvée pour les zones pauvres de haute pression démographique. Donc il y a, me semble-t-il, je ne suis pas la fée Mélusine, je pense que ce que nous craignons, l'immigration dont vous avez parlé tout à l'heure, je ne pense pas que c'est la cause de nos maux, ça en est la conséquence. C'est la conséquence en ce sens que notre continent, le continent européen, ne croit plus à son destin. Et la meilleure manière dont il le manifeste, c'est qu'il ne cherche pas à continuer à exister et à le transmettre. Donc je crois qu'il y a un premier aspect de la réponse, et vous avez raison d'évoquer que les situations sont différentes. Donc je pense qu'il y a un premier point, c'est de travailler, je dirais, à un redressement de la natalité qui passe par des questions de civilisation, etc., en particulier en Europe, c'est ce qui nous concerne. Et je crois également qu'une partie de la solution, c'est le développement de l'Afrique, puisque l'expérience montre que les pays développés, la natalité baisse. Un des points qui ne pose aucun problème moral, etc., c'est le prolongement des études. La première natalité, le premier enfant à 28 ans, ce n'est pas la même chose que le premier enfant à 14 ans. Je crois que l'enjeu de demain, c'est le développement de l'Afrique. Je n'ai aucune confiance dans les organismes internationaux, dans les multinationales, etc., pour procéder à ce type de développement, parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Et je vois mal, au risque d'être iconoclaste, comment nous pourrions échapper à cela sans une forme de prise en main de l'Afrique, alors nouveau néocolonialisme, on appellera ça comme on veut, mais qui permettent effectivement de contribuer au développement de ces pays, puisque ce que l'on observe, c'est que l'argent qu'on leur donne pour les aider, c'est confisqué par une petite minorité qui vide ça, et les gens continuent à croupir dans la misère. Je crois qu'il faut sortir de ça. Vous dites qu'il n'y a pas de bombe à retardement, mais vous dites quand même que dans certains pays, il faut prendre des mesures. Par exemple, quand la Chine décide, elle a cessé de le faire, la politique de l'enfant unique, ça vous paraissait nécessaire. Il y a un slogan que j'aime bien, qui est de dire que la vérité n'est pas le contraire de l'erreur. C'est-à-dire, c'est pas parce que je crois que la surpopulation est le rocher qui est devant nous que ponctuellement, dans telle ou telle situation, il n'y a pas effectivement des difficultés auxquelles il faut chercher à répondre. Vous parlez de la politique de l'enfant unique en Chine. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir que c'est un problème, que la pyramide des âges crée des difficultés, qu'il y a plein d'hommes qui ne peuvent pas se marier, parce que comme il y a plus d'hommes que de femmes, il faut aller en chercher, et ils organisent des récupérations
libération de femmes dans tous les pays d'Extrême-Orient. Je pense qu'on touche du doigt la limite de cette politique. Qui a été abandonnée en 2016. Il nous reste 1 minute chacun. Bon. Alain de Benoît, vous allez conclure, si vous voulez, en 1 minute. Je laisserai Jean-Pierre Maugendre conclure, puisque vous aviez commencé ce débat. Je vous laisse 1 minute. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence de ce que nous dit notre ami Jean-Pierre Maugendre. Développement de l'Afrique, il n'y aura pas de développement de l'Afrique. Précisément parce qu'il y a surpopulation. Parlez-en avec Bernard Lugan, qui l'a écrit et démontré je ne sais combien de fois. Vous croyez que c'est possible. Vous prônez un néocolonialisme. Finalement, on va les voir. Pour leur dire quoi? Faire moins d'enfants? Ah non, surtout pas. Mais développez-vous. Mais ils ne peuvent pas se développer parce que justement, ils ont trop d'enfants. On est dans un cercle vicieux. Vous êtes dans un phénomène irréaliste, de croyance face à un problème qui se pose de façon de plus en plus aiguë tous les jours. Concrètement, vous me faites penser extraordinaire parce que finalement, vous tenez le même discours que les libéraux. Les libéraux sont tout à fait anti-malthusiens. Les libéraux disent plus de population égale plus de consommateurs, égale plus de marché, égale plus de marchandises, égale plus de profit, égale plus de capital qui va s'entretenir de lui-même et s'augmenter de lui-même. Et ils disent comme vous, ah mais l'homme trouvera les solutions, l'homme de toute façon trouve toujours une solution, et jusqu'au moment où on ne la trouvera plus. On parle de principe de précaution, mais dans ce domaine-là, on ne l'applique nullement. Essayons de l'appliquer, sinon on sera réduit à vivre dans la fourmilière. Quand je disais j'ai pas de solution, c'est que moi, d'abord je ne suis pas un homme politique, bien entendu, mais je ne vois pas comment on peut contraindre, dans un sens ou dans un autre, des États dont je respecte par ailleurs la souveraineté. Je souhaite simplement que là où la natalité est très forte, trop forte à mon avis, elle diminue, et que là où elle est trop faible, elle remonte. Et j'ajoute, pour finir, que je ne suis pas de ceux qui veulent que les pays occidentaux disent aux pays du tiers-monde de faire moins d'enfants pour pouvoir maintenir leur mode de vie. Tout au contraire, de même que je suis favorable à la décroissance démographique, je suis favorable à la décroissance économique, absolument, et à la décroissance dans tous les domaines. Ce que je refuse, c'est la logique du toujours plus. Et je pense qu'au toujours plus, la sagesse, c'est de dire à un certain moment, c'est assez. Il vous reste donc maintenant 2 minutes pour conclure. 2 minutes. C'est peut-être le dernier à avoir la parole. Le premier, sur la question de la responsabilité, puisque j'ai employé plusieurs fois ce terme. On peut prendre un exemple d'un certain nombre de pays, je pense de la bande sahélienne, le Mali, etc. La responsabilité, c'est aussi, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, voilà, vous organisez votre pays comme vous voulez, après tout, si vous voulez, c'est votre problème. Mais vous l'organisez, vous assumez vos responsabilités, et vos Maliens, vous les gardez. Voilà. Et à ce moment-là, on respecte la souveraineté des nations, mais on n'a pas vocation à payer, entre guillemets, à assumer les conséquences des mauvais choix politiques et sociaux que vous faites. C'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'il y a un élément qui peut nous aider. En 1962, l'Algérie et Singapour ont le même PIB. Sur les 50 années qui vont suivre, l'Algérie va avoir une très forte augmentation de sa population, mais Singapour aussi. L'un est un pays prospère, l'autre est un pays complètement au bord de la guerre civile. La différence, c'est les systèmes sociaux, c'est le système culturel, c'est la manière dont les gens sont incités à concourir au bien commun et puis à assumer aussi ce que l'on appellerait de manière un peu pompeuse une paternité, une maternité responsable. Le bien commun, ce n'est jamais le nombre et la quantité, c'est la qualité. Merci, messieurs. Voilà. Je me suis aperçu que ces débats présidentiels sont compliqués à organiser, finalement. Merci beaucoup. J'espère vous avoir donné à chacun le temps nécessaire. Nous espérons surtout avoir donné des éléments de réflexion aux téléspectateurs. Ça peut se poursuivre des heures et des heures, évidemment. Vous savez que TV Liberté sert à cela. Vous avez aussi, je vous le rappelle, votre propre émission. Vous retrouvera dans quelques jeudis pour un spécial Julius Evola, mais vous êtes maître chez vous dans votre émission. Je ne fais pas d'émission sur la population. Si j'en faisais
tribune, j'inviterai bien sûr notre ami Jean-Pierre Beaumont. Quant à vous, vous pouvez évoquer beaucoup, aussi le dimanche sur Terre de Mission, eh bien ce thème-là. Merci de nous avoir suivis sur TV Liberté sur un sujet qui, voyez, eh bien, a des accords et aussi de très profonds désaccords. On sera amené à en reparler, assurément. Merci.